Dans le cabinet, on travaille en environ quasiment 2000 agriculteurs et viticulteurs en fait sur le cabinet. Et donc on connaît bien de ce point de vue-là le secteur de la viticulture. Et donc on m'a demandé d'intervenir en fait sur la thématique de la plus-value économique apportée en fait par la certification bio dans le domaine viticole. Alors, dans un premier temps, on va poser les choses en fait et voir comment se jouent de manière globale les équilibres là-dessus. Puis après, je vous présenterai quelques éléments de notre observatoire. En fait, ça fait quelques années en fait qu'on suit un observatoire avec des données chiffrées de la viticulture biologique. Donc, on va regarder ça. Puis en dernier point, sur le troisième point, on regardera effectivement les quelques points de vigilance sous l'angle principalement financier liés à une conversion donc en viticulture biologique. Voilà, donc on va commencer. Alors, sur la plus-value économique, effectivement, quand on le pose comme ça, on peut penser qu'il y a une certaine évidence, en fait, liée en faveur, en tout cas, de la viticulture biologique. Donc, on va le voir sur la slide suivante. Alors, pour une raison simple, qui est liée au contexte qui date de quelques années. Alors ça, ce sont des données en fait qui sont issues du CIVB. Et c'est vrai que depuis la campagne 2018-2019, en fait, le CIVB publie les prix alors là, je suis pour le coup en Bordeaux. Donc d'ailleurs, dans tout ce que je vais vous présenter, je ferai un focus sur tout ce qui est appellation générique en Gironde, Bordeaux et Côte. Et là, on est sur le Bordeaux, en particulier le Bordeaux rouge. Alors vous voyez très bien le delta de rémunération sur du vrac entre le Bordeaux en conventionnel et le Bordeaux en certifié bio. Donc simplement on va du simple au double. Donc c'est très important. Ça explique aussi, en tout cas c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a des conversions qui sont importantes aujourd'hui, parce que vous comprenez très bien que quand vous êtes viticulteur, vous voyez ça, vous n'allez pas réfléchir 10 ans en fait. Vous voyez, donc dans les conversions d'aujourd'hui, effectivement, la question de l'opportunité économique, elle est loin d'être négligeable au vu de ce que vous avez devant les yeux. Alors ce que je dois dire aussi, c'est que la situation qu'on voit aujourd'hui, elle n'a pas été toujours celle-ci. C'est-à-dire que, notamment sur le conventionnel, en fait, le marché a commencé à basculer en conventionnel à partir de fin 2018, on va dire, grosso modo, fin 2018. Et donc on le voit d'ailleurs sur la campagne 2018-2019, vous voyez, le conventionnel était sur 1300 €, le tonneau, ce qui sont des prix tout à fait satisfaisants lorsqu'on est en conventionnel. Néanmoins, le bio, effectivement, était à un niveau de plus de 2100 €. Donc ça, c'est le premier point. Alors, juste histoire de poser les choses entre la situation de la viticulture bio et de la viticulture conventionnelle. Alors, si on pose comme ça les éléments, on va dire, favorables et les éléments défavorables à une conversion bio, ce qu'on a aujourd'hui, s'agissant des éléments favorables, alors bien évidemment, il y a le prix. Ça, on l'a vu précédemment. Il y a aussi une dynamique du marché, on l'a vu également en particulier avec Fabrice. Et puis, concernant les éléments défavorables, il y a la question des rendements. Alors, en particulier sur la période de conversion. Et aussi les besoins en main-d'œuvre qui sont plus importants, vous l'avez compris, en viticulture bio. Et donc, l'équilibre, en fait, va se jouer de cette manière-là. Alors, l'équilibre est moins évident, voire pénalisant sur la période de conversion. Puis après, il faut effectivement que tout ça puisse s'équilibrer. Donc on va le voir aussi comment ça s'équilibre par la suite. Alors, ça n'exclut pas, je pense qu'on l'a dit, les différents intervenants l'ont dit, ça n'exclut pas d'avoir une réflexion stratégique. Je suis vigneron, j'envisage effectivement de conversion bio. Il faut se poser la question effectivement de la stratégie commerciale. Même si aujourd'hui le marché est dynamique, ça ne se passe pas trop mal, mais il faut quand même se poser cette question-là. Et puis on le verra après sur la partie gauche en fait du diaporama, anticiper notamment, parce que c'est mon sujet, notamment les aspects financiers liés à la conversion. Alors là, je vais vous présenter quelques éléments liés à l'observatoire. C'est un observatoire qu'on a mis en place depuis 2014 sur l'échantillon. Alors ce sont des
des clients hein, qui sont donc, dans le cabinet. Alors, dans cet observatoire, donc, on a repris donc, des viticulteurs, des vignerons qui sont certifiés en agriculture biologique. Alors, il s'agit de viticulteurs spécialisés. Alors, on est vraiment allé chercher que des viticulteurs qui étaient spécialisés, qui ne font quasiment que ça. Donc, qui sont sur la Gironde. Et à partir de là, on a un échantillon qu'on a réparti par système de commercialisation. Et donc on a défini, hein, classiquement, je dirais, 3 systèmes de commercialisation. Donc ceux qui commercialisent en vrac, d'accord, alors qui sont finalement souvent des gens qui sont certifiés depuis pas très longtemps, en fait, hein, d'accord. Et puis après, on a le circuit court. Ce sont des gens en fait qui commercialisent en bouteille. Alors qui commercialisent en bouteille, il est nommé comme ça, mais c'est pas forcément des circuits courts dans le sens où ce sont des bouteilles qui sont vendues à des particuliers. Hein, ça peut être aussi des bouteilles qui sont vendues à des grossistes, bien sûr à des particuliers, ou pourquoi pas en GMS. Hein, c'est plutôt la notion de bouteille. Je maîtrise mon circuit de commercialisation et je vends en bouteille. Et puis évidemment des coopérateurs où là aussi on va retrouver des vignerons qui se sont, on va dire, plus récemment convertis. Hein. Les historiques, on va plutôt les retrouver en fait sur les circuits courts. Alors, tout de suite, un gros point de vigilance. Hein, c'est des limites aussi de ce que je vais vous présenter. Alors je le dis d'emblée parce que c'est important. C'est qu'on a un échantillon qui est de taille réduite. Donc ça, c'est important que vous l'intégrez, puisque vous voyez, sur les 3 années dont on va parler, on a un échantillon alors qui progresse, hein, mais qui est de l'ordre de 40-45 exploitations viticoles. Donc c'est important de bien l'intégrer, parce que souvent on a tendance, quand on présente des chiffres comme ça, vous voyez, à les surinterpréter, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on va se dire là ce matin, c'est des choses en fait qui sont constatées de manière continue hein, depuis qu'on a ouvert en fait cet observatoire. Donc voilà, donc il y a la taille de l'échantillon, donc il faut faire attention à ça. Vous voyez, donc on est sur des surfaces en vigne de l'ordre de 20-22 hectares. Hein, qui correspondent, me semble-t-il, à la surface moyenne d'une exploitation viticole en Gironde, hein, grosso modo. Alors, ce qu'on peut simplement dire, c'est que par rapport à notre échantillon conventionnel, on est sur des surfaces en moyenne un peu plus petites, d'accord ? Alors, mais je précise tout de suite, plus petites pour les circuits courts, mais on est en revanche sur des tailles assez comparables en fait pour les circuits de commercialisation coopérateurs et vrac. Alors pour, à mon avis, une raison tout à fait simple, c'est que ce sont des gens qui sont en bio depuis plus récemment, et ça a été dit aussi avec les intervenants précédents, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui qui se convertissent en bio, enfin les vignerons qui se convertissent en bio aujourd'hui, finalement ce sont des exploitations viticoles qui finalement ressemblent, vous voyez, sur tout point au conventionnel. Hein. Donc ces écarts de surface, on les constate beaucoup moins sur les conversions actuelles. Donc voilà. Alors ensuite, voilà la répartition de l'échantillon, de l'échantillon par système de commercialisation. Donc on retrouve les coopérateurs sur la partie gauche, les vignerons donc, qui commercialisent en vrac auprès du négoce au centre, et puis sur la droite, donc ceux de notre échantillon qui commercialisent en bouteille. Alors c'est pour ça que j'insiste, vous le voyez très bien, sur la taille de l'échantillon, parce que quand je répartis mon échantillon par système de commercialisation, alors je pense moins au circuit court qu'au coopérateur. Alors j'ai hésité pour tout vous dire ne pas le mettre, je le mets quand même, mais on a un petit échantillon. D'accord ? Alors il y a un point que je précise aussi tout de suite, c'est que je disais précédemment dans l'échantillon, effectivement, on s'assure bien évidemment à avoir des vignerons certifiés en bio, parce que c'est bien l'objet de l'étude. Mais on va un peu plus loin, on s'assure également que ces vignerons, que leur chiffre d'affaires est bien constitué à 100% de vin bio. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que je prends l'exemple des coopérateurs. Quand vous êtes coopérateur, comme tout vigneron, vous avez les 3 années de conversion bio. Alors, si je prends un exemple, prenons l'exemple d'un coopérateur là, qui décide de s'engager là pour la récolte 2021, première année, donc récolte 2022, deuxième année, récolte 2023, troisième année, c'est ça. Et donc c'est la récolte 2024 qui sera l'année bio. Par contre, en coopérative, les rythmes de commercialisation, en gros, sont sur 2-3 ans, on va dire 3 ans. C'est-à-dire qu'avant d'avoir la totalité
de son chiffre d'affaires, vous me comprenez, uniquement en vin rémunéré tarif bio, il va falloir attendre encore 3 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour un coopérateur, nous, dans notre échantillon coopérateur, on est allé chercher et on a repris que ceux dont 100% du chiffre d'affaires était en bio. Donc c'est pour ça qu'on a un petit échantillon là-dessus. Donc dit autrement aussi, quand on est coopérateur et lorsqu'on s'engage en fait en conversion bio, vous voyez le délai. Alors il y a les 3 années de conversion, mais plus les 3 années liées au rythme de commercialisation, en gros, c'est 6 ans avant d'avoir grosso modo 100% de son chiffre d'affaires en bio. Donc sur un plan financier, c'est très impactant en fait. Pour la bouteille, c'est un peu pareil, hein, quelque part. On a aussi ce délai qui est un peu plus long. Pour quelqu'un, en revanche, qui vend en vrac, c'est relativement rapide. Il y a les 3 années de conversion, puis ensuite, évidemment, le vrac est vendu assez rapidement. Voilà. Donc, on va rentrer dans les quelques données en fait, qui concernent en fait, cet observatoire, et on va commencer en fait, par le chiffre d'affaires par hectare. Alors, ça vous permet d'avoir aussi quelques éléments en tête. Alors, donc on retrouve une hiérarchie assez logique, hein, il n'y a pas de surprise là-dessus. Alors c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va retrouver sur la courbe du haut ceux qui commercialisent en bouteille. Donc vous voyez là-dessus, on a des niveaux de chiffre d'affaires de l'ordre de 12 000 € par hectare. Alors je vais tout de suite vous dire, en fait, en conventionnel, on est à peu près comparable. Alors je ne l'affiche pas là, mais en fait, en conventionnel, on est sur des données assez comparables. Ensuite, la courbe au centre, donc il s'agit là des gens, enfin des vignerons qui commercialisent en vrac. Donc vous voyez, on est sur des données qui tournent autour de 8002. Alors sur l'échantillon là de 2020, d'accord, on a une donnée qui tombe à 6800 parce qu'on a vu qu'il y avait eu un peu de stockage, de rétention en fait. C'est pas parce que les prix ont forcément baissé, on l'a vu, hein, mais plutôt une rétention de stock qui font que le chiffre d'affaires a été un peu moins élevé. Et puis sur la dernière ligne, on va retrouver en fait les coopérateurs, vous voyez, hein, dont le chiffre d'affaires s'élève autour de 7400, 7000, pas loin. Et vous voyez que c'est des chiffres d'affaires en fait qui sont relativement élevés comparativement aux négoces. Hein. Vous voyez, voilà. Alors on va voir ce que ça donne après. Donc voilà, un peu la hiérarchie en fait dans les différents systèmes. Alors une fois qu'on a ça, on va regarder quelques données économiques. Alors je ne vais pas vous abreuver de chiffres parce que c'est pas l'objectif, mais quelques données économiques. Alors il y a 2 choses qu'on va regarder ensemble. Il y a 2 notions qu'on va regarder ensemble. C'est l'EBE. Alors l'EBE, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle, ça veut dire excédent brut d'exploitation. Alors rapidement, c'est ce qui reste, hein, j'ai le chiffre d'affaires, j'ai mes charges, c'est ce qui reste avant de payer la banque. D'accord? C'est ce qui reste avant de payer la banque, et avant que le vigneron prélève sa propre rémunération pour vivre. Vous voyez, donc j'ai un EBE de 100, avec ça, il faut que je paye la banque, et il faut que je vive. Là, vous voyez, sur alors ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai pris des données moyennées sur 3 ans. Parce qu'en fait, en viticulture, pas qu'en bio, hein, y compris en conventionnel aussi, eh bien on a des, vous voyez, d'une année sur l'autre, en fonction des aléas de marché, des aléas climatiques, on a des variations assez importantes de résultats. Donc j'ai moyenné les choses sur 3 ans. Donc là, s'agissant de l'EBE moyen sur 3 ans, vous voyez, on est sur les circuits courts autour de 46 000 €, en vrac autour de 41 000 €. Il n'y a pas forcément un écart très important entre les deux là. Ce qui est assez normal, puisque vous savez que dès lors que le prix du vrac est élevé, hein, on voit souvent qu'en viticulture, la plus-value apportée par la bouteille n'est pas souvent si extraordinaire que ça. Alors ça, c'est pas qu'en bio, hein, c'est aussi en conventionnel. Et puis pour les coopérateurs, voilà, alors attention, il n'y a que 8 exploitations là-dedans, mais quand même, on a des performances qui sont particulièrement importantes. Donc à nuancer, je le répète, je reviens sur ce que j'ai dit précédemment, nuancer au vu de la taille de l'échantillon, mais quand même. Alors après, on a une notion d'efficacité économique. Hein. Donc, vous voyez, sur cette efficacité économique, et concernant également ce fameux EBE moyen sur 3 ans, là aussi, par rapport au conventionnel, il n'y a pas d'écart important. C'est-à-dire que nous, on suit aussi un observatoire en conventionnel, il n'y a pas d'écart important. Alors, quand je dis ça, je regarde aussi derrière moi. C'est-à-dire que je regarde derrière moi,
pardon, Delphine qui me dit, voilà, alors je regarde derrière moi rapidement en disant que ces dernières années en conventionnel, les choses n'allaient pas trop mal. Quand on regarde derrière nous, à partir de 2013, grosso modo, le prix du vrac en conventionnel est parti à la hausse. Jusqu'à fin 2018, les prix du vrac en conventionnel n'étaient pas trop déconnants. Et donc derrière nous, effectivement, on a en conventionnel des revenus qui sont tout à fait satisfaisants, voire très satisfaisants. Donc, en regardant derrière moi, effectivement, je n'ai pas un écart de performance entre le bio et le conventionnel qui est extraordinaire. J'ai des choses qui sont tout à fait comparables. Alors, la situation là, ce qui va arriver devant nous, effectivement, on va être dans des situations totalement différentes. Le revenu disponible, voilà, je vous laisse regarder les choses, c'est pas non plus extraordinaire, il faut se le dire. Hein. On est au SMIC, hein, grosso modo. Voilà. Alors, les coûts de revient. Sur les coûts de revient, alors là, pareil, circuit court, vrac, coopérateur. Alors, pour aller un peu plus vite, on va regarder la ligne centrale où vous avez le coût de revient, d'accord, qui tient compte en fait du rendement moyen sur les 4 dernières années. Dit autrement, quelque part, c'est le coût de revient moyen des 4 dernières années de notre échantillon. Et ceci sur les différents systèmes de commercialisation. Sur les coopérateurs, on est à 121 € de l'hectolitre. Aujourd'hui, les coopératives rémunèrent à peu près, alors je ne pense pas me tromper, hein, je pense qu'on est souvent autour de 155 €, voire 160 € de l'hectolitre. D'accord ? Donc là, on a de la marge, pas de souci. Alors juste en dessous, vous voyez, j'ai mis la situation de nos conventionnels sur 2019. D'accord ? Donc vous voyez, on est à 93 € de l'hectolitre pour des rendements un peu supérieurs, 57 hectolitres par hectare. Vrac, pareil, coût de revient bio moyenné sur 4 ans, on est à 2000 €. Avec le, alors, il faut le corréler hein, toujours au rendement. Hein. Là, on est sur 37 hectolitres par hectare. En conventionnel, sur 2019, on est à peu près à 1443, 1400 € en fait, du tonneau, sur un rendement de 51 hectolitres par hectare. Sur les circuits courts, là aussi en bio, avec des données qui sont moyennées sur 4 ans, on a des rendements qui sont à 29 hectolitres par hectare en moyenne sur les 4 années, et un coût de revient à 6,80 €. Alors, cette notion de coût de revient de la bouteille, je vais tout de suite la définir. Première remarque, c'est du TTC. Hein, okay. Alors j'ai mis en TTC. Pourquoi j'ai mis en TTC? Parce que là, c'est le coût de revient. Je suis vigneron, c'est le coût de revient moyen. Comme si moi, vigneron, je vendais ma bouteille à un particulier. Vous voyez, je vends ma bouteille à un particulier, donc elle m'a coûté 6,80 € TTC. Dit autrement, si je la vends 6,80 € TTC, je couvre tout, je suis payé, tout va bien. Voilà. Donc, et sur la partie conventionnelle en 2019, on est à 5,84 €. Alors, 6,80 € TTC, ça veut dire que par contre, si moi, vigneron, je vends cette même bouteille à un caviste, par exemple, je n'ai pas besoin de la vendre à 6,80 € TTC. Parce que 6,80 € TTC, ça intègre en fait des frais de commercialisation, d'accord? Et quand on vend des particuliers, on a des frais de commercialisation, et c'est normal, ils sont relativement importants, entre 2 et 3 € la bouteille. Hein, quand je vends à des particuliers, dit autrement, j'ai des coûts de commercialisation qui sont aussi élevés que le coût de production du vin lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Voilà. Sur les taux d'endettement, et finalement sur la situation financière, vous voyez, on est sur des choses, 53% de taux d'endettement, on est sur des situations financières qui sont tout à fait satisfaisantes, hein, quels que soient d'ailleurs les échantillons, donc là-dessus il n'y a pas de remarque particulière, ni de souci particulier. Alors, ensuite, donc voilà pour les éléments de l'observatoire, hein, assez rapidement. On va, alors maintenant sur quelques points de vigilance hein, liés à la conversion en agriculture biologique, et qui concerne notamment les besoins financiers anticipés pendant les 3 ans, voire un peu plus hein, pour les coopérateurs. Alors vous l'avez compris, je pense, hein, il y a toute une série d'éléments liés à la modification de l'itinéraire technique, avec une baisse des rendements, et en particulier, plus d'ailleurs sur la période de conversion, hein, Sylvain Friès l'abordait là tout à l'heure, des besoins en main-d'œuvre qui sont un peu plus importants, et liés aussi au rythme de commercialisation de la récolte. Donc en gros, sur cette période de conversion, effectivement, on a une augmentation des coûts de production,
mais sans la valorisation en fait immédiate du bio. Et donc, pour vous donner quelques chiffres, en gros, c'est une grosse fourchette, mais c'est la réalité de la fourchette. Vous voyez, pour 20 hectares, je suis mignon, pour 20 hectares, en gros, à minima, c'est au moins 40 000 euros de... Alors là, quand je parle de 40 000 euros, je ne parle pas d'investissement matériel, c'est ce qu'on appelle du besoin en fonds de roulement, c'est de la trésorerie. Vous voyez, l'argent que je vais devoir avancer avant d'avoir mon retour sur investissement au moment où je vais pouvoir mieux valoriser mon vin. Donc, à minima, c'est 40 000 euros, et ça peut aller, pour 20 hectares, jusqu'à 80 000 euros. Qu'est-ce qui va déterminer le curseur entre les deux? Donc, vous l'avez compris, la main-d'œuvre. C'est le cas échéant, les aléas, disons, climatiques, ou de l'impact, plutôt, je dirais comme ça, l'impact du changement d'itinéraire technique sur le rendement, en particulier pendant la période de conversion. Et donc, on est sur ce sujet-là, donc ça veut dire qu'il faut bien évaluer ça, il faut le poser et se dire, à partir de là, comment je fais? Il y a des solutions, bien évidemment, mais comment je le finance? Et entre 40 et 80 000 euros quand on a 20 hectares, c'est pas rien. Donc, voilà. Alors, la conclusion de tout ça, d'ailleurs, c'est la même conclusion de Sylvain, mais on avait fait un diapo, je ne sais pas s'il est là, Sylvain, il est parti. Mais en fait, on avait fait, à une autre occasion, le même on avait fait un diaporama ensemble. Mais du coup, j'ai laissé, du coup. Hein. Mais effectivement, c'est qu'un projet de conversion bio, enfin Sylvain l'a très bien dit, hein, c'est qu'il y a la question des objectifs et des envies, en effet, qui sont importants. Alors on pourrait se dire aujourd'hui, oui, quand les gens aujourd'hui se convertissent en bio uniquement pour des raisons ou pour des questions d'opportunité financière, ça peut poser question, parce que le jour où les choses sont un peu compliquées, ça pose question. Bien qu'en même temps, ça se comprend. Vous voyez ce que je veux dire, ça se comprend. Après, la question de la situation financière, effectivement, idéalement, on n'est jamais dans l'idéal, mais idéalement, effectivement, c'est de pouvoir envisager un projet de conversion bio avec une assise financière qui permette de le faire. Alors bien souvent, on n'est pas non plus dans l'idéal, alors après, il faut trouver des solutions pour le faire. Mais voilà. Et puis, autre point important, évidemment, c'est que c'est la question de la stratégie commerciale. Donc, voilà, je me convertis. Est-ce que mon projet, c'est d'être en cave coopérative? Est-ce que mon projet, c'est à partir de là de développer un marché bouteille? Ou est-ce que finalement, c'est de rester en vrac et d'essayer en fait de tisser des relations privilégiées avec un négociant, etc., etc. Tout le monde n'est pas fait pour vendre de la bouteille. Et tout le monde n'en a pas envie. Et voilà, donc il faut que chacun puisse trouver aussi sa voie et être bien dans sa voie. Voilà, merci. Comment on explique les différences de chiffre d'affaires là, quasiment du simple au double entre les coopérateurs et ceux qui vendent en... Ouais, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, le coopérateur, qu'est-ce qu'il vend? C'est du raisin, quelque part. Il n'a pas les frais de vinification. Exactement. Et puis, celui qui vend, bien sûr, en bouteille, il a les frais de vinification, il a les frais de mise en bouteille, il a les frais de commercialisation qui se retraduisent, en fait, dans le montant de son chiffre d'affaires. Voilà. Et juste, si vous disiez qu'il n'y avait pas tellement d'écart avec le conventionnel, donc est-ce que ça, justement, par rapport à l'idée qu'on a que le bio est mieux valorisé, au final, c'est le cas ou... Alors, en fait, pour vous dire, quand on accompagne, enfin moi, quand j'accompagne des vignerons en fait sur ce sujet de conversion, vous l'avez compris, pour quelqu'un qui se convertit dans le cadre, en étant en cave coopérative, la question ne se pose pas, puisque factuellement, en gros, il va, au lieu d'être rémunéré grosso modo à 90 € de l'hecto aujourd'hui, il aura du 150, 160. Donc là, la question ne se pose pas. De la même manière, celui qui aujourd'hui a un système de commercialisation vrac, la question ne se posera pas. Aujourd'hui, il va vendre peut-être à 900 ou 1000 € le tonneau. Eh bien, oui, une fois converti, il espère en tout cas pouvoir au moins, valoriser sa production à minima à 1800 ou 2000 € le tonneau. Par contre, quand aujourd'hui, on est sur un vigneron qui est déjà dans une stratégie de commercialisation bouteille, qui a déjà des marchés en place. D'accord ? Ces marchés sont déjà en place. La question qui se pose, c'est aujourd'hui, il a des marchés en place. La première question qui va se poser, c'est que est-ce que mes clients, alors je ne parle pas des particuliers là, je parle des grossistes, pourquoi pas la GMS, est-ce que ces clients aujourd'hui, première chose, sont intéressés par
pour commercialiser demain ou après-demain ce même vin en bio. Donc c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une place sur un rayon de GMS parce que votre vin a sa place en tant que vin conventionnel. Si demain, du jour au lendemain, vous dites ben non, c'est du bio, vous pouvez être en face d'un acheteur qui dit ben non, moi j'ai déjà mon rayon bio, il est full, il n'y a plus de place pour vous. Donc si vous voulez, déjà ce sujet-là, il doit être traité en fait. Est-ce que mes clients d'aujourd'hui déjà sont intéressés demain ou après-demain par ce vin bio? Deuxième sujet, c'est aussi ma capacité, moi, vigneron, demain, à développer des marchés spécifiques. Alors Fabrice nous a montré tout à l'heure, c'est que les circuits bio ne sont pas les mêmes que les circuits conventionnels. Donc même si aujourd'hui en tant que conventionnel, j'ai mes marchés conventionnels, il va falloir que je fasse évoluer mes marchés, ma stratégie commerciale. Enfin, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Et donc souvent les gens se disent, déjà quand on les accompagne, qu'est-ce que je fais quand j'étudie mon projet? Est-ce que j'anticipe? Est-ce que je fais un pari sur une meilleure valorisation? Ou est-ce que pour mieux sécuriser mon projet, je dis ok, je considère que j'étudie mon projet sur un même niveau de valorisation, et s'il y a un plus, tant mieux. Après au-delà de ça, c'est un vrai sujet. C'est que souvent, le pari... Alors, à mon niveau, je suis peut-être mal placé je n'ai pas les compétences pour répondre, mais en tout cas, sur le terrain, ce que je vois, le pari qui est de dire forcément je vais mieux valoriser parce que je vais vendre du vin bio, souvent, et je parle des vignerons eux-mêmes, évitent de faire ce pari-là. Parce que finalement, ils ne sont pas sûrs, en fait, aujourd'hui, que demain ou après-demain, ils pourront le faire. Et je termine par une chose, c'est que le prix d'une bouteille de vin, qu'est-ce qui détermine le prix d'une bouteille de vin? Alors, c'est surtout pas, d'ailleurs, alors je vais caricaturer en disant ça, mais c'est presque vrai, c'est pas les coûts de production. Les coûts de production, c'est pas quand on construit sa politique tarifaire, elle n'est pas faite à partir d'un coût de production. Alors après, on va regarder si on colle par rapport au coût de production, mais c'est pas ça qui détermine le prix d'une vin. C'est qu'un élément. Si vous voulez, le prix d'une bouteille de vin, elle est aussi liée à un moment donné au circuit de distribution auquel on va s'adresser. Est-ce qu'on s'adresse à des magasins spécialisés bio? Est-ce qu'on s'adresse à de la GMS à tout va? Et aussi à la volonté qu'on a à un moment donné de positionner son produit à un certain prix. On peut décider de dire, voilà, ce produit-là, je le positionne en premium, et je fais de sorte à avoir l'étiquette qui va bien, d'avoir les circuits de distribution qui vont bien, d'avoir le vin à l'intérieur qui va bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce sujet-là, il est quelque part totalement indépendant de la question, à un moment donné, alors j'allais dire du bio et du conventionnel, si un peu, parce que le vin qui va à l'intérieur, si c'est du bio, on peut penser que, pour ce point-là en tout cas, je vais pouvoir le valoriser un peu mieux. Donc c'est assez complexe. La constitution de la politique tarifaire du prix, elle est assez complexe. La question du bio, c'est un élément. La question du coût de production, c'est un élément, mais c'est pas que ça, quoi. C'est un peu... Enfin, Fabrice Chaudier en parlerait beaucoup mieux que moi, mais c'est toute une série d'éléments qui vont rentrer en compte. Et d'ailleurs, le coût de production, quand je vous parle des coûts de production, c'est pas une donnée... Dans l'absolu, c'est pas une donnée ancrée dans le marbre. C'est-à-dire que c'est une donnée qui évolue dans le temps. Et je vais vous dire une chose, c'est que ce qu'on le voit, c'est vrai dans le monde agricole, hein, et pas qu'en viticulture, c'est que le coût de production, je dirais même qu'il est corrélé à un moment donné au prix de vente. C'est-à-dire plus les prix de vente augmentent, plus les coûts de production augmentent. Plus les prix de vente baissent, plus les coûts de production baissent. Et ça s'explique pour la raison suivante, c'est que, alors ça, nous on l'a vu en viticulture depuis 2013, parce qu'il y a des phénomènes avant 2013, enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a eu quand même, on avait des prix, enfin, vous voyez, sur le vrac en conventionnel, on était sur des prix à 700, 800 euros, 900 euros avant 2013, là, hein, entre deux, enfin, bon. Et si vous voulez, quand à partir de 2013, les prix, heureusement, ont remonté, eh bien, on a vu les coûts de production remonter de manière parallèle, mais pour une simple raison, s'il y a besoin, il y a des rattrapages d'investissements qui se font dans les, vous voyez, dans les exploitations viticoles, et donc quelque part, on retrouve cette corrélation. Donc le coût de revient, c'est pas une donnée inscrite dans le marbre en disant, bah, c'est ça aujourd'hui et ce sera ça demain. C'est pas comme ça que ça marche en fait. Une toute dernière question, parce qu'on en a beaucoup débordé. Oui, merci pour votre intervention. Ma question, enfin, je ne sais pas si c'est ce qui me vient là. Un viticulteur donc qui veut passer en bio,
quelle est l'aide financière qui peut lui être apportée? Est-ce que c'est suffisant actuellement? Ce n'est pas un critère en tout cas. J'ai l'impression qu'il y a un accompagnement, peut-être formation, enfin je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais voilà. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il y en a un déjà? J'en sais rien moi. En fait, alors l'aide de manière générale, alors il y a une aide financière de 350 € par hectare sur les 5 premières années. Alors voilà, hein, c'est pas... bon, il y a ça. Ensuite, il y a des aides qui existent pour financer du matériel de travail du sol. Alors en gros, aujourd'hui, il y a deux dispositifs. Il y a un dispositif régional qui existe. Et il y avait, je ne pense pas qu'il soit reconduit, hein, il y a eu pendant un moment donné là, à l'automne dernier, un dispositif par France Agrimaire hein, qui finançait en gros les mêmes, enfin je passe les choses rapidement, qui finançait un peu les mêmes choses. Donc en gros, il y a de l'aide liée aux investissements matériels, il y a l'aide à la conversion, puis après, il y a un autre volet, quand on parle d'aide ou d'accompagnement, il y a le volet d'accompagnement technique. Agrobio, voilà, c'est son rôle notamment. Et ça, c'est super important. Hein, c'est super important. Ensuite, il y a de l'accompagnement commercial aussi qui est en place. C'est également super important. S'agissant de l'accompagnement financier, si je prends l'exemple, vous voyez, des 40 ou 80 000 € à financer, les banques ont tout leur rôle à jouer. Alors après, il y a deux stratégies, il y a deux façons de voir les choses. Hein. C'est de se dire, je sais que j'en ai besoin, j'y vais, puis on verra le moment venu. Ça peut marcher, hein, pourquoi pas, mais bon, il faut faire attention. Effectivement, il faut quand même... et les banques, d'ailleurs aujourd'hui, les banques qui travaillent avec le milieu viticole, le milieu agricole, sont extrêmement, dans le cadre d'un projet de conversion bio, comprendrez qu'elles demandent en fait à ce que cette évaluation soit faite et financée.